Vous avez fait le bon choix. Vous avez choisi la meilleure conférence que vous allez voir sur tout le Volcamp. Je me mets la pression tout seul là. Vous avez fait le bon choix parce que vous avez pris un gros risque. Vous êtes venu à une conférence juste parce que le titre avait un jeu de mots incroyable. Et ça, félicitations à vous, vous avez pris beaucoup de risques. Reste à sa place ou maman, je dois faire de l'IoT. Qu'est-ce que c'est Reste. En 2024, une conf sur Rest. Est-ce que vraiment vous avez envie de voir ça? On ne sait pas. Non, on va parler beaucoup d'IoT. Vous allez voir, ça va être un parcours un peu particulier pour s'éloigner d'une construction à base d'API REST, à base de montage de back-end de front-end assez habituel. On va aller chercher des trucs IoT. Et donc, il y a une petite histoire qu'on va suivre tous ensemble là-dessus. C'est parti. Donc, si on est tous réunis aujourd'hui, si je vous ai convié comme ça pour vous réunir en dernière minute, merci beaucoup d'avoir répondu. C'est parce que j'ai quelque chose de... Bon, c'est pas facile à annoncer à tout le monde, il n'y a pas de bonne manière de lancer. Kevin, notre lead architecte, a eu un accident ce week-end. Voilà, c'était la seule personne qui faisait de l'IoT chez nous. Hein. On a des dizaines de personnes pour faire du CRM et de l'ERP. On avait un mec pour faire de l'IoT. Et on l'a perdu. C'était quelqu'un de proche de toutes les équipes. C'était quelqu'un qui avait confiance en lui-même et qui n'a poussé aucun commit sur les serveurs depuis 6 mois. Voilà, donc 2 choses à apprendre. Un, on pousse avant de partir en vacances. Hein, on laisse pas du travail pendant des mois sur un laptop. Et on n'emmène pas son laptop en Islande au bord d'un volcan. C'est une très mauvaise idée. Vous voyez en fait les... Ah, il y a de la lumière naturelle. Ouais, j'avais pas prévu ce truc-là. Donc, on n'a pas d'architecte IoT, pourtant on a un produit qui sort. C'est bientôt Noël et on a enfin notre verrou connecté qui est censé attaquer le marché là. On a 2-3 mois pour le sortir. Hein, un verrou connecté, vous vous rappelez, on l'installe sur une porte et avec une simple application, à distance, j'ai des invités qui arrivent un peu en avance, ils sont dans la porte d'entrée de mon appartement, je suis pas là parce que je donne une conf. J'appuie sur une magnifique application avec un gros verrou et ça déverrouille à distance. Ou alors je reverrouille à distance. Hein, un produit avec des années de R&D derrière lui. Sauf que pour faire fonctionner ce produit, bon, l'électronique sort, hein, on en a des palettes qui s'accumulent. Le développement mobile, on n'a aucune crainte. On va faire du no-code, apparemment, c'est hyper facile. Par contre, on a ce truc-là au milieu que Kevin nous a un peu abandonné. Qu'est-ce qu'on va mettre là au milieu entre notre produit et nos utilisateurs? Moi, je vous propose qu'on brainstorm un peu tous ensemble. Alors certes, on est des développeurs web. Ok. On sait faire une page web, un formulaire. On sait aller appeler, côté serveur, une API REST hein, pour créer des entités, pour accéder à de la donnée, pour mettre à jour des choses. On va essayer de se dépatouiller à partir de ce truc-là et trouver des astuces là-dessus, ok? Je pense que la force collective va nous aider à ça. Petit rappel sur le contexte hein, de ce produit connecté. Contrôle à distance, donc j'envoie une commande, verrouiller, déverrouiller. Alors c'est super important que ça soit réactif. Le marketing a été extrêmement strict sur cette notion. Il faut que ça réagisse très vite. Je ne vais pas envoyer une commande pour déverrouiller ma porte d'entrée et ça se débloque dans 1 heure. Ok confirmation de l'état de l'équipement. J'ai besoin d'avoir une connaissance précise dans quel état se trouve cet équipement. Ok je veux savoir si j'ai laissé ma porte d'entrée déverrouillée ou verrouillée. Une confirmation quand j'ai envoyé un ordre que ça a été pris en compte. Parce que si jamais c'est pas arrivé, j'aimerais bien savoir que j'ai appuyé sur mon bouton que ça n'a rien fait du tout. Et donc le dernier point aussi, notification d'ouverture, de fermeture manuelle. Ça peut être manipulé encore manuellement cette serrure. J'ai besoin de savoir dans quel état est-ce qu'elle est et de le recevoir sur mon application. Ça va jusque-là? Donc, ma chose. IoT, c'est pour Internet of Things, vous vous rappelez, donc Things, les appareils connectés. Mon application. On va se concentrer sur cette partie-là, on ne va pas trop regarder la partie application mobile. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On est des développeurs web. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, donc on va représenter les échanges que j'ai présentés juste avant. On va vouloir envoyer des trucs à cet objet, d'accord, des ordres. On va vouloir que ça descende très vite. Et puis on va avoir des remontées à tout moment, en réponse à cette commande, mais aussi à d'autres moments qu'on n'a pas choisis. Développeur web, qu'est-ce qu'on va faire? On a un outil magique. Hein, le CRUD, alors c'est pas très classe dans les offres d'emploi, etc. Quand on va dans une conftech, on n'a pas trop envie de parler de ce truc-là, mais quand même, c'est ça qui nous fait vivre. On peut tout faire avec ça. Hein, on peut tout faire avec ce truc. On peut faire des CRM, on peut faire des
des webshops, on peut faire des super bases de données qui nous affichent des graphes, on peut faire des tas de trucs en faisant rentrer dans ce paradigme. Alors, je ne vais pas trop m'apesantir là-dessus. Est-ce que ça parle à tout le monde, cette histoire de CRUD et de REST? C'est ça que vous faites vraiment au quotidien? Levez la main si vous êtes au taquet là-dessus, c'est bon, c'est clair. N'ayez pas peur. Ok. Donc ça, qu'est-ce que c'est, cette idée? Elle est toute bête? Enfin, elle est toute bête, non, elle n'est pas si bête que ça en vrai. Ça vient de groupes de travaux et de personnes qui ont pensé vraiment sur la philosophie du web. Ok. L'idée qu'il faut retenir, c'est on a d'un côté un client qui va interroger un service qui est exposé sur le web, et on va faire des opérations dessus qu'on veut stateless, dans le sens où cette interaction entre le client et le serveur ne doit pas avoir de présupposés sur dans quel état se trouve le client, dans quel état se trouve le serveur. Chaque appel en lui-même est porteur de son propre sens. D'accord? Quand je fais une création, je fais un appel de création. Il n'y a pas besoin de savoir à l'avance que le client va récupérer des informations relatives à cette entité. Donc on va tout représenter sous la forme d'entités, de ressources sur lesquelles on va agir. Je vais agir sur une collection d'utilisateurs pour créer un utilisateur supplémentaire. Cet utilisateur, il va avoir une URI unique qui va le représenter, et je vais agir là-dessus pour aller modifier des choses sur cette entité, pour aller peut-être la supprimer aussi. Okay? C'est des choses qui tiennent beaucoup à la logique du web, et notamment à l'utilisation de caches intermédiaires. Hein. Donc il y a des appels qui sont idempotents, il y a des appels qui peuvent avoir des effets de bord, c'est bien caractérisé. Donc à la fin du fin, il y a tout un tas de paradigmes derrière on peut avoir des débats philosophiques sur ce truc-là. Au jour le jour, qu'est-ce que nous on fait? Ça veut dire que quand on réfléchit à exposer une API sur Internet à partir d'un de nos services, eh ben en fait, on va choisir une structure d'URL qui va représenter l'entité sur laquelle je vais agir, et puis on va choisir les verbes de HTTP qu'on va utiliser pour signifier qu'est-ce que je suis en train de faire comme opération dessus. Dans les grandes lignes, c'est ça. Et donc API et REST, c'est devenu un peu le mot valise pour dire, en fait, on est en train d'exposer de la fonctionnalité au travers du web, quoi. Okay, et CRUD, c'est pour Create, Read, Update, Delete, c'est les principales actions, les catégories d'actions qu'on fait sur des entités. REST, CRUD, dessous, on est sur du web, c'est du HTTP. Alors on va s'arrêter un peu là-dessus parce que c'est intéressant quand on réfléchit à comment on va, vous vous rappelez, modéliser nos interactions entre un équipement connecté et la partie serveur. Un appel HTTP dans sa forme basique, c'est quoi? C'est un client, c'est lui qui choisit, il déclenche une connexion. Il se connecte à un serveur, il établit cette connexion. Le plus bateau, c'est une connexion TCP. Mais en fait, là-dedans, on est en 2024, on ne fait plus n'importe quoi, on va mettre du TLS ou du SSL pour chiffrer la communication, potentiellement pour authentifier, que le client s'assure qu'il parle bien au serveur à qui il veut parler, et potentiellement que le serveur vérifie que le client, lui aussi, c'est bien un client qui est autorisé. Donc on établit une connexion, et là on a un canal bidirectionnel pour s'écrire. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est d'abord avoir un client qui va faire sa requête, il va écrire, donc en HTTP, hein, ça a été pensé dès le début pour avoir une représentation textuelle, vous pouvez le faire vous-même avec vos petites mains dans un terminal en telnet. L'appel HTTP, la méthode que j'utilise, l'URI sur laquelle j'appelle, des informations sur la version d'HTTP que j'utilise, derrière des headers qui vont permettre de spécifier tout un tas de choses un peu méta sur la manière dont on va interagir, potentiellement un contenu, ça c'est mon appel de requête. Et je vais recevoir en retour un appel, une réponse de mon serveur qui va me donner, vous connaissez bien, ses statuts, et puis derrière des headers et un contenu. Et puis, par défaut, en HTTP 1.0, 0.9, 1.0, la connexion s'arrête là, de l'initiative du serveur. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nous, on va vouloir développer là, on est d'accord. Donc on va faire comme d'hab en fait. Notre équipement, ça va être notre client, il va appeler notre serveur, il va faire une requête HTTP, puis on va lui faire des retours. Et puis, tout ce qu'on veut représenter dans les échanges, les commandes qui descendent, les remontées de statut, on va essayer de le rentrer là-dedans. Okay, on va commencer comme ça. Ok. La télécommande marche encore ou pas? Et pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas l'inverse? On pourrait faire l'inverse. On pourrait avoir l'application qui appelle un objet. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Pourquoi est-ce que c'est complexe ce truc? Il y a plein de raisons, mais il y a une raison principale, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'objets qui sont connectés à Internet, qui ne sont pas joignables directement. Ils n'ont pas une IP publique à laquelle on va pouvoir facilement accéder. Le cas classique, c'est un équipement que vous connectez derrière votre box chez vous, vous connectez à votre Wi-Fi à votre domicile, ou les laptops connectés ici au Wi-Fi du bâtiment, vont être derrière un composant qui, lui, potentiellement a une IP publique sur Internet, mais l'IP locale de cet équipement-là, elle n'est pas joignable directement. Elle est joignable que si l'interlocuteur là, il a une forme de fonctionnalité de routage. Okay, donc, vous savez bien, probablement que vous savez, donc la plupart des opérateurs Internet, quand votre box Internet, il y a beaucoup d'opérateurs maintenant qui vous permettent quand même d'avoir une IP publique pour votre box. Mais ce n'est pas non plus toujours le cas. Et c'est encore moins le cas pour les applications, pour les téléphones portables. Les téléphones portables, bien souvent, se retrouvent derrière ce qu'on appelle du CGNAT, donc du Carrier Grade
Network Address Translation, NAT, Network Address Translation. C'est la petite gymnastique qui est faite par un équipement qui est sur un réseau pour traduire, pour masquer d'autres équipements derrière et les faire apparaître avec une IP et un port qui peut être légèrement différent. Donc, tout ce qui va arriver sur votre box va se présenter vers la même IP, mais avec la mécanique de port qu'on retrouve dans TCP. En fait, derrière, il va savoir router vers un équipement ou vers un autre. Mais il va savoir le faire, soit si vous avez configuré vous-même, parce que vous êtes un peu geek, vous avez configuré sur votre box Internet des règles de NAT pour dire, bah, mon petit équipement là, en fait, le port 8888, il emmène vers mon NAS. Comme ça, je peux, depuis Internet, l'atteindre. Mais la plupart des gens ne font pas ça. Et donc, dans la plupart des cas, les serrures connectées qui seront dans les domiciles des gens ne seront pas joignables telles quelles. On ne va pas pouvoir faire cet appel-là. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'a pas envie de le faire? Déjà, la flemme. Déjà, on fait du développement web, on a l'habitude de faire un... Alors, on va faire il y aura, si on a le temps, des exemples en Java. Un AST REST controller, exposer un contrôleur REST côté application mobile. Gérer un client qui va avoir des problématiques de threading, enfin instancier des clients, on va faire quoi? On va devoir avoir des pools et tout. Enfin, ça ne va pas être notre code habituel d'appeler un truc distant. Donc un peu la flemme. Maîtrise des IP publics, on n'est pas du tout sûr même de pouvoir joindre cet équipement. D'ailleurs, en fait, on veut joindre l'équipement Toto, mais c'est quoi son IP? Il va falloir gérer le fait de stocker cette IP quelque part, de se rappeler comment est-ce qu'on le contacte. Beaucoup de bazar. Il y a la promesse de l'IPv6, la promesse d'avoir un jour des IP uniques pour tous les équipements et de résoudre ces problématiques-là. Ce n'est pas une réalité dans beaucoup de contextes aujourd'hui. Et il y a quand même des petites astuces qui existent dans l'IoT. Alors, en fait, je connais un peu d'IoT. Il existe des fois des astuces pour quand même avoir une manière de joindre un équipement et lui permettre derrière de déclencher un échange de la volonté même du serveur. Et notamment, il y a quelque chose qui se fait dans certains cas d'application quand on a un équipement qui a une carte SIM et qui est joignable sur le réseau mobile. Ce qu'on appelle le SMS Wake Up. On envoie un SMS et du coup l'équipement va venir se connecter. C'est des choses qui sont faites. Ok. Donc on va rester sur ce paradigme avec l'équipement qui est client et notre serveur qui est serveur. On veut descendre une commande à l'équipement. Qu'est-ce qu'on va faire? Il va nous appeler pour récupérer sa commande. Forcément, le serveur ne peut que fournir de l'information dans le cadre d'une réponse à un appel HTTP. Donc, notre verrou connecté, il va falloir qu'il fasse un appel au moment où il va pour récupérer une commande. Okay, il va faire ce truc tout bête qui est de dire « T'as une commande pour moi? Non. 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 » J'envoie un ordre de déverrouillage à mon serveur. Cet ordre va être stocké, il va falloir le persister. Et la prochaine fois que mon équipement va me dire « T'as une commande pour moi? Oui, ça y est, déverrouille-toi. » On appelle ça du polling. Donc le polling, cette idée-là, on la retrouve dans plein de choses en développement informatique. Cette idée de faire une interrogation périodique qui nous met quand même face à un problème. On avait dit au tout début, on a besoin d'une latence très faible. On aimerait envoyer un ordre de déverrouillage et que ça agisse dans la seconde, quasi instantanément. Ça sous-entend que ce polling, il a lieu toutes les secondes. Toutes les secondes, chacun de mes équipements m'interroge pour savoir s'il y a une commande en attente. Donc, quel est le coût d'avoir une faible latence? C'est une charge serveur qui est très importante. Si j'ai des milliers d'équipements qui me font du polling à la seconde, j'ai des milliers de requêtes par seconde à traiter. Là, on est dans la zone rouge de l'architecture. Okay, milliers par seconde. On est en train de se dire, OK, il va falloir traiter des problématiques de performance. Il va falloir réfléchir à ce qu'on est en train de faire. Consommation data. On est en train de dire qu'un équipement, toutes les secondes, 51 000 fois, je crois que c'est à peu près ça, par jour, va me faire une interrogation HTTP comme ça. Donc ça va consommer de la data. Alors bon, si je suis sur la box internet de quelqu'un, maintenant, on ne se pose pas trop la question. Si je suis sur un équipement qui est avec une carte SIM, ça va me coûter quand même, je vais le payer, cette data. Okay, est-ce que vraiment c'est si intéressant que ça? Bon, je vous passe, vous exposez un endpoint habituel pour faire votre appel et vous allez chercher s'il y a une commande en attente. Voilà, c'est ça l'idée, je ne vais pas rester trop là-dessus. On peut probablement faire mieux que ça. Alors comment est-ce qu'on peut faire mieux? Si on regarde ce qui se passe là, donc un client va établir une connexion, va faire son appel, va avoir une réponse, va fermer la connexion. Ça, c'est l'approche HTTP 1.0 brute. Okay, alors déjà, on aimerait bien réutiliser ces connexions. Alors je vais passer très vite là-dessus, mais c'est juste, quand on regarde un peu dans le détail, derrière HTTP, il y a cette capacité de garder la connexion ouverte. C'est super intéressant parce qu'en fait, ça peut coûter très cher. Tout à l'heure, je vous parlais de TLS. Le handshake d'ouverture d'une connexion TCP et d'une session TLS, elle peut coûter très cher. Donc c'est super intéressant de garder cette connexion ouverte. Depuis 1997, autant dire que c'est pas nouveau, c'est officialisé dans HTTP 1.1 d'avoir des connexions persistantes par défaut. Par défaut, les clients sont censés garder cette connexion ouverte.
dans le détail, il faut vérifier, notamment quand on fait l'implémentation côté embarqué, que c'est bien effectif, qu'on n'a pas des connexions qui sont refaites en permanence à la fréquence où on va faire du polling. Okay, donc ça, c'est un truc à regarder. Il faut aussi aller regarder du côté de vos frameworks et de vos applicatifs serveurs et potentiellement de vos reverse proxy, tout ça. C'est quoi la configuration? Qu'est-ce qui est permis vraiment là-dedans? Parce que ça peut être assez intéressant déjà pour gratter cette partie établissement de la connexion. Bon, ok, ça c'est bien. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Si on regarde dans le temps qui est passé, il y a aussi toute la partie, il y a tous ces échanges au milieu qui servent à rien en fait. Tous les échanges où on demande quelque chose et il n'y a pas de retour, ils n'ont aucune utilité. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas gratter cette partie-là? Et la deuxième idée, elle est toute bête, elle aussi, c'est ce qu'on appelle le long polling. Long polling, c'est, on va garder le même pattern. Mon client, device, fait une requête pour dire est-ce qu'il y a une commande en attente. Par contre, on va garder cette connexion, cette demande en suspens. Le serveur la garde en suspens. Il la met dans un petit coin. Et va attendre soit qu'un temps suffisamment soit passé et qu'on s'approche d'une notion de timeout, soit qu'il y a effectivement quelque chose de disponible à répondre à ce client. C'est ce qu'on appelle le long polling. Donc, on va allonger le temps entre le moment où on reçoit la requête côté serveur et le moment où on répond à l'équipement. En Spring, je suis parti sur du Java Spring un peu par défaut. C'est assez simple à implémenter. Alors, la version historique, c'est d'utiliser un deferred result, qui est une classe qui permet de retourner. Donc, vous faites votre contrôleur REST et vous retournez ce truc-là. Mais cet objet-là, en fait, vous pouvez déclencher de manière asynchrone dans un autre thread, dans un autre traitement, sa résolution. Okay, et plus récemment, avec la programmation réactive et Webflux, qui est la programmation réactive dans le cas de web auprès de Spring, vous allez utiliser ces constructions-là, mono pour retourner un résultat asynchrone, flux pour retourner un stream de résultats asynchrones. C'est ça que vous retournez dans votre contrôleur REST. Donc vous allez garder cet objet quelque part pour le débloquer. Vous pouvez utiliser aussi les completable features de Java pour le faire. Donc, à quoi ça ressemble en très rapide? Voilà, en fait, il y a juste à retourner ces objets-là. En fait, la complexité, par contre, elle est là-dedans. Là. Vous la voyez, la belle méthode, là? Find or wait for next pending command. Et alors là, je suis désolé de cette image. Peut-être que pour certains, ça vous rappelle des mauvais souvenirs. C'est Matrix 4. Voilà. Là, on est en train de partir dans une direction qui nous éloigne pas mal de cette histoire de REST. Vous vous rappelez, REST, on a dit stateless. Il y a cette idée qu'il y a une requête, on la traite immédiatement. Voilà. Là, on est en train de commencer à construire un truc côté serveur qui est déjà plus complexe. On va avoir en tout premier notre objet qui nous appelle. Mais là, on va garder la réponse. On va retourner programmatiquement un truc qui va ne rien faire, mais en fait, on va garder une trace de cet appel, on va la mettre quelque part. Et cette trace, on veut la débloquer quand? On veut la débloquer notamment quand l'application mobile de l'utilisateur nous fait un appel pour déverrouiller ou pour verrouiller, pour agir sur l'équipement à distance. Donc on a besoin d'avoir une structure où on garde une trace, d'accord, de tous ces appels en suspens rattachés à l'ID du device auquel ça correspond. On est en train de fabriquer quelque chose qui va en plus être déclenché dans des threads différents. Donc là, on est en train de faire une construction qui doit être concurrente. On va devoir gérer des tas de cas limites sur qu'est-ce qui se passe. Je veux gérer une expiration à un moment donné, qu'est-ce qui se passe si cette commande, je la descends mais que je n'arrive pas à l'écrire, comment je traite ce cas-là? Si mon équipement il me fait plusieurs appels en parallèle pour me demander des commandes, j'ai plusieurs appels en suspens, je fais quoi? Je débloque le premier qui était arrivé, ou alors je leur parle à tous en même temps? On est en train de rentrer dans un truc qui nous éloigne bien de nos constructions habituelles où j'ai un appel, je tape une base et je réponds. Donc, on est dans ce monde qui devient stateless. On a des connexions qui restent ouvertes entre nos objets et d'autres parties serveurs. Okay. Alors, est-ce qu'on peut faire un peu plus standard? On aimerait avoir un appel et filer des réponses à cet équipement au fil de l'eau. Le long polling, c'est un retour sur un appel. Mais on peut faire mieux que ça. On peut faire un truc qui s'appelle du Server Sent Events. Server Sent Events, 2004, c'est en fait un content type particulier où le serveur annonce au client que le retour va être livré en plusieurs bouts et que cette connexion va rester. Okay. Donc, dedans, en fait, ça utilise le chunk du chunking HTTP. Dans la réponse du serveur, en fait, il donne des fragments en disant « Tiens, je te redonne 100 octets » et puis il garde la connexion ouverte. « Tiens, voilà 200 octets ». Et ce content type, en fait, alors le server sent event, ça précise ce format-là. Donc vous voyez, c'est un format textuel avec
des lignes avec un préfixe de point quelque chose, un préfixe de point quelque chose, et puis quand il y a une ligne vide, en fait, c'est qu'on passe au message d'après. Server Sent Event, alors surtout, ça vient en fait de l'implémentation web, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser côté client dans une page web. D'accord ? Vous pouvez faire un appel et vous avez une API JavaScript qui vous permet de mettre une callback et de recevoir en fait ces paquets qui vont être émis. Alors c'est assez cool par rapport au chemin qu'on a fait juste avant. Si on était déjà en train de renvoyer un mono de quelque chose, ben en fait on peut envoyer un flux de quelque chose, juste préciser qu'on utilise ce content type là, et ça y est, on a fait du server sent event. Ça c'est intéressant. Et donc ça ressemble à ça après un appel. Donc là c'est un curl sur un endpoint server sent event. Et en fait, le curl au début il bloque là. Et puis quand il y a le message qui est publié par le serveur, on a ce bloc là qui arrive. Il y a des préfixes qui sont standardisés, il y a une notion d'événement qui permet d'annoncer un peu le type du contenu. Si on veut faire descendre depuis le serveur sur cet appel là différents types de contenu. Une partie data qui est la vraie payload, mais il y a d'autres headers qui sont possibles pour mettre des identifiants, pour mettre des choses comme ça. Ok. Donc là, on a commencé de s'éloigner d'HTTP, on a commencé de faire du stateful dans notre applicatif back-end. On a vu une manière de limiter les interactions entre l'équipement et la plateforme. Par contre, on n'a qu'un canal, on arrive à avoir une connexion longue sur laquelle on a des émissions descendantes qui vont du serveur vers le client. C'est pas mal, mais on aimerait bien que ça aille dans les deux sens. Tant qu'à faire avoir un tuyau ouvert entre notre serrure connectée et notre serveur, est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser pour faire du bidirectionnel ? On a des commandes à descendre, on a des états qui vont nous remonter de manière asynchrone, mais ce serait cool que ça passe par le même canal. Hein. Parce que côté équipement, c'est du petit électronique. Hein. Donc, ça tombe bien. Il y a plusieurs choses qui sont possibles. Alors, un peu dans le désordre. HTTP2, le messie de l'évolution HTTP qu'on a attendu longtemps, arrivé en 2015, apportait notamment un nouveau format dans la partie d'échange entre clients et serveurs. Le début des appels ressemble beaucoup à ce qu'on fait en HTTP 1.1, mais en fait, derrière, là, il y a la possibilité d'avoir des fragments délimités qui sont échangés dans un sens et dans l'autre entre le client et le serveur. Ça permet quoi? Ça permet de multiplexer des appels sur un même canal. Donc ça, c'est intéressant. On a un seul canal, et on a non seulement là où on gardait la connexion ouverte, on pouvait faire une requête-réponse, requête-réponse, requête-réponse. Là, on peut faire plusieurs requêtes et plusieurs réponses qui vont se croiser. Donc on pourrait faire sur une même connexion HTTP2 du server sent events, plus continuer à faire des posts qui viennent du client. C'est tout à fait possible. Souvent, on rencontre sur l'internet l'idée qu'il y a du serveur push sur du HTTP2. Attention, le serveur push HTTP2, c'est juste l'idée que le serveur peut fournir une réponse avant même que le client l'ait demandé. C'est-à-dire, je vais sur l'index.html de Google, en fait Google va commencer à me filer le contenu de son index.html, mais aussi l'image que tout le monde va charger et son favicon et son truc. C'est de l'optimisation, parce qu'il sait que juste après, le client va lui demander des choses. Mais ce n'est pas du vrai push au sens de push comme on peut le faire en server sent event, où on veut vraiment pousser du contenu de manière asynchrone. Donc multiplexing au-dessus d'HTTP. Ok. Je prends un peu de temps, je vais accélérer. Implémentation client, donc c'est possible de le faire. Là, j'ai essayé de faire un exemple en Java, de faire du HTTP2 où je fais un appel server sent event et un deuxième appel où je remonte un statut. Honnêtement, c'est pas du tout sympa à coder. On est en train de déformer un truc, on sent que c'est pas une super bonne idée. Mais ça se fait, et ça fonctionne. Bon, on a envie d'avoir des échanges bidirectionnels, on va pas se mentir, il y a un truc qui sûrement vous vient à l'esprit, les WebSockets. WebSocket, c'est quoi? WebSocket, c'est une socket qui est établie entre un client et un serveur, une socket au sens comme une connexion TCP, on va pouvoir s'envoyer des contenus binaires dans un sens ou dans l'autre. Par contre, ça commence comme un appel HTTP. Le client fait un appel HTTP et précise « j'aimerais qu'en fait on transforme notre échange en WebSocket ». Il y a des headers qui sont spécifiques aussi pour une partie handshake pour se reconnaître l'un l'autre, pour éviter du rejeu, des choses comme ça. Et il y a une réponse du serveur qui dit « OK ». Et à partir du moment-là, comme HTTP2 d'ailleurs, WebSocket a été standardisé avant HTTP2. HTTP2, il y a la même notion aussi d'upgrade de connexion. Donc ça upgrade la connexion HTTP pour derrière s'échanger des trames qui vont dans un sens et dans l'autre. Si vous l'utilisez donc en Spring Boot, hyper simple, Spring Boot Starter WebSocket, j'ai rajouté une dépendance, ok. Et maintenant, par contre, il va falloir que je configure sur un pass donné, donc sur une URI donnée, ok, à cet endroit-là, en fait, ce qui va répondre à un appel qui arrive là-dessus, c'est un handler WebSocket. Mon handler WebSocket, je vais devoir lui déclarer des méthodes type qu'est-ce que tu fais quand une connexion démarre, qu'est-ce que tu fais quand un message arrive, qu'est-ce que tu fais quand une connexion s'arrête ou part en erreur. Okay, et j'ai un objet sur lequel je vais pouvoir publier des contenus, je vais pouvoir envoyer des trames dessus. C'est chouette, mais je l'ai dit, WebSocket, c'est
juste une socket. Okay, on envoie des trames binaires, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc il faut à nouveau réinventer le format pour représenter ce truc-là, la logique qu'on avait en serveur sentiment qui n'existe plus pour dire éventuellement j'ai plusieurs échanges qui peuvent passer sur canal. Ça c'est une commande, ça c'est un acquittement, ça c'est une réponse. Donc il y a tout à inventer. On fait quoi là-dessus? Finalement c'est juste, on a réinventé un peu TCP quoi. HTTP2 hyper compliqué. Donc on veut du bidirectionnel, on voudrait quelque chose de plus compact, on veut simplifier l'architecture. Vous avez vu la réponse? Et là j'entends Kevin dans mon oreille qui me dit un truc. Kevin il me dit ça. PubSub, fais du PubSub. Ok. On a essayé de déformer ce protocole HTTP, on l'a amené un peu au bout de là où on pouvait aller. Et finalement, on pourrait aussi aller chercher des protocoles qui répondent exactement à la question. Hein? Des protocoles qui sont faits pour s'échanger des messages, pour passer de la métadata sur ces messages, et pour avoir une logique de descente, d'acquittement, d'abonnement bidirectionnel. Et bien c'est toute cette famille de protocoles PubSub. Ah non, mais j'ai encore 20 minutes. C'est génial. Donc, je vais ralentir un peu. Protocole PubSub. C'est toute une famille d'équipements. Ouais, je ne suis pas très bon, Tammy. C'est quoi la logique, la philosophie derrière ces protocoles-là? C'est des protocoles orientés messages. Donc les échanges sont des messages. Cool. Client et serveur. On a des clients qui viennent se connecter à un serveur et ces serveurs, c'est des middleware spécialisés dans le traitement de ces messages. Ce n'est pas des applicatifs qu'on développe pour un cas d'usage particulier, comme nos applications web où on développe son API REST et son fonctionnel. C'est des middleware. C'est un applicatif que je lance, je lui donne un peu de config, mais il sait faire son job et il sait très bien le faire. Okay, en général, on parle de message broker. Broker au sens comme les brokers, quoi. Distribution, okay, distribution de cartes, distribution de données. Donc ils ont ce rôle de routage et de faire le lien entre plusieurs clients qui vont se connecter à lui. Il y a une notion très importante qu'on retrouve quasi systématiquement, c'est une notion de topic. C'est-à-dire qu'un message, il a une chaîne de caractères qui lui est associée, qui est visible avant même que je regarde le contenu de ce message. Cette chaîne de caractères, elle a un sens profond. C'est là-dessus que vont s'appuyer les mécaniques de routage. Un client qui va me dire « je suis intéressé par quelque chose », en fait, il va me dire « je suis intéressé par ce topic, cette chaîne de caractères, dans sa valeur exacte », ou éventuellement avec des wildcards. Je fais un abonnement en disant « tout ce qui est en toto quelque chose, donne-le-moi ». Que ce soit toto commande, toto reboot, toto unlock, ok. Donc cette notion de topic, parfois prédestination, qui sert de clé de routage et qui a un sens assez important. Et le client, du coup, déclare ses intérêts dans ses flux de messages. Alors des exemples qu'on trouve, AMQP. AMQP, ça vient du monde bancaire. Parce qu'en fait, ces problématiques de PubSub, ce n'est pas une problématique d'IoT à la base. D'abord, c'était une problématique de comment j'ai plusieurs serveurs qui font passer des flux de données entre eux, des notifications, des événements qui font transiter de la donnée qui est en flux. Et donc ça vient du monde bancaire avec tout ce qui est autour du trading. Hein, diffuser de l'information sur les places boursières entre d'énormes serveurs monolithiques. Voilà, ça vient de ce monde-là, MQP. Donc c'est un protocole qui est très très cossu, il y a énormément de choses dessus. Il y a même des notions de transaction, il y a des notions de back pressure, je peux m'abonner à un flux et je veux dire, ok, j'accepte tant de messages non acquittés en même temps, comme ça je régule le nombre de messages que tu me distribues. Il y a beaucoup d'intelligence dans la gestion des connexions en MQP, c'est un protocole assez... Donc on le retrouve dans le monde du cloud. Si vous regardez les offres Azure, AWS, etc., vous trouvez souvent MQP proposé quand même pour faire des intégrations avec des applicatifs. Hein, si vous vous connectez sur un Event Hub ou ce genre de choses, en fait vous regardez derrière, souvent il y a de la MQP sur ce genre de fonction. XMPP, un autre protocole autour messaging qui vient plutôt lui du monde, vous vous rappelez d'IRC, vous vous rappelez de tous ces clients du chat avant de faire du chat au travers des serveurs de Facebook et autres. C'était bien. Hein. C'était à l'époque, on faisait du XML aussi. Ah, full XML à fond. Donc XMPP, c'est de la messagerie dans du bon gros XML. C'est fait pour du petit volume. Hein. À la base, c'est fait vraiment pour discuter avec ses copains et organiser la LAN. Et ben, XMPP existe encore, mais se trouve assez peu utilisé en réalité. Et on va finir par ceux que je voulais détailler un petit peu plus, Stomp et MQTT. Si vous recherchez à faire de la WebSocket, ah oui, alors sur les principes d'abord. Donc ça illustre ce que j'ai raconté. Les principes, c'est quoi en fait? Le message broker, tout est client du message broker. Mes équipements, mais aussi mon applicatif. Tout est client et vient se connecter au message broker. Et ce message broker, les clients
peuvent dire je m'abonne à un certain flux, je m'abonne à, vous voyez, ça ressemble à des expressions régulières. Le dièse, il a un sens particulier en MQTT qui veut dire 0 ou n contenu. Hein. On délimite avec des slash comme ça le topic, et donc on peut mettre des sortes de wildcards, des wildcards, et des sortes d'expressions régulières simples pour dire je suis intéressé par tout un tas de topics différents. Donc les clients annoncent à quoi ils souscrivent, et puis quand un client, là mon application par exemple, publie un message, publie en précisant la valeur du topic de publication, et un contenu, et ben, le message broker, lui, il a sa petite table de routage, il sait quels clients sont intéressés par quel flux, et donc il va dispatcher ça au client. Donc il fait le boulot qu'on était en train de faire avant en Java, là, de se faire une table de routage en se rappelant où est qui, et là il va même se rappeler qui est intéressé par quoi, et faire ce boulot-là. Donc Stomp, si vous recherchez WebSocket en Java Spring, c'est incroyable, vous tombez que sur des trucs qui font du Stomp. En fait, faire de la WebSocket brute, c'est très très peu proposé. Peut-être pour la raison qu'on a dit avant, qu'en fait c'est très bas niveau en vrai, une vraie WebSocket. Donc assez facilement, vous allez retrouver du Spring Stomp où vous allez traiter des notions de messages et faire du routage. Enfin, vous allez vous retrouver à faire du routage de messages dans vos services et consommer des flux d'événements qui viennent de connexions Stomp de vos clients. C'est complètement inspiré d'HTTP avec un format comme ça qui ressemble vraiment à une requête ou une réponse HTTP, une notion de commande, des headers, un body. Et donc, il y a des types de méthodes pour faire une phase de connexion, et puis pour faire des phases de tiens, je t'envoie un message, je souscris ou je désouscris, j'acquitte un message. Il y a même apparemment la partie transactionnelle dans Stomp 1.2, donc ça a l'air de permettre des choses à ce niveau. Je l'ai très très peu rencontré en vrai dans la nature, en dehors d'exemples Spring Web Message, mais c'est quelque chose qui est utilisable, et que vous pouvez aussi utiliser côté front d'ailleurs. Hein. Vous pouvez faire du Stomp sur de la WebSocket, voilà, ça peut vous permettre de faire de la notif. Je ne suis pas trop détaillé. Mais donc le truc sur lequel je voulais m'arrêter, c'est MQTT. Aujourd'hui, quand on entend parler d'archi-IoT, et qu'on parle d'équipements qui sont connectés à Internet, parce qu'il y a aussi de l'IoT, des équipements qui font autre chose, du LoRa, des SMS, que sais-je. Mais là, quand on est là-dessus, quand on est sur des archi-IoT, hyper souvent, on tombe sur MQTT. Pourquoi ? MQTT, c'est vraiment imposé comme le protocole connecté bidirectionnel de l'IoT. Pourquoi ? MQTT a été dès le début conçu pour cet usage-là. Il a été conçu pour connecter des équipements, utiliser très peu de data dans les échanges, avoir un format très compact, okay, pour économiser l'énergie, parce qu'on peut avoir des équipements sur batterie, pour économiser de la bande passante, pour économiser aussi la complexité du firmware, donc le code embarqué à développer. Hein, quand on développe pour un petit microcontrôleur, des fois on compte les octets. Donc assez compact, assez simple, une sémantique qui est assez claire et efficace. Vous avez vu les notions de topic, de souscription, il y a quand même ces notions de wildcard, il y a des notions d'acquittement, je détaille juste après. Et c'était une bonne idée, quoi. C'était une bonne idée, et donc il y a un écosystème assez riche qui s'est développé autour de ça. On trouve énormément de brokers qui supportent du MQTT aujourd'hui, il y a vraiment l'embarras du choix. Il y a aussi des brokers qui font, et c'est l'exemple que je fais tourner sur mon post, RabbitMQ, vous pouvez activer MQTT dessus. Des brokers qui à la base ont été conçus pour faire un des protocoles PubSub. En fait, on trouve des tels mappings entre ces différents protocoles on peut avoir des choses qui sont multi-protocoles et qui permettent à un client de parler via MQP à un client qui est connecté en MQTT. C'est des choses qui sont possibles. Donc il y a beaucoup de choix en broker, il y a beaucoup de choix en lib client. Et il y a même beaucoup d'écosystèmes au-delà de ça qui savent tirer parti du protocole MQTT. Typiquement Node-RED qui est souvent utilisé pour faire des POC, des petites démos IoT, qui très simplement peut se connecter à un broker, récupérer des messages, faire un petit traitement, republier des choses. Si vous regardez les offres des cloud providers, ils vont vous pousser vers MQTT pour connecter vos équipements au-dessus d'IP. Okay. Y a plein d'applications qui proposent MQTT dans le monde de la domotique comme étant soit un canal d'entrée pour collecter de l'information, soit une manière de vous mettre à disposition des événements sur ce qui se passe sur vos objets. Okay. Un tout petit peu plus dans le détail. MQTT, juste pour vous dire, voilà, c'est très compact. Vous voyez, vraiment le header, c'est 2 octets. Hein, si votre paquet il fait moins de 255 octets, vous avez en 2 octets, vous avez le header de votre message et derrière vous avez votre payload. Donc c'est ultra compact. Il y a une notion de. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un paquet. Okay, et donc un paquet, c'est un header et puis votre contenu brut. Dans le contenu, encore une fois, on a la problématique de la représentation de l'information. Hein, est-ce qu'on met du JSON? Est-ce qu'on met un truc binaire à nous? Est-ce qu'on met du protobuf? Est-ce qu'on met du CBOR? Il y a plein de technologies qu'on peut après mettre dans la partie payload.
Et ça, c'est tous les types de paquets qu'on va retrouver. Donc on va retrouver la logique de connexion. Il y a un paquet pour que le client se connecte et donne des informations. Il peut donner un login mot de passe, typiquement, auquel le serveur répond avec un paquet pour dire OK ou pas OK, donner un code d'erreur. Il y a même, plus récemment, dans les évolutions récentes, des échanges autour de l'authentification pour faire des choses plus complexes, pour introduire des phases d'authentification avec peut-être un challenge, avec des choses plus complexes qu'un login mot de passe. Même si dans un login mot de passe, on peut passer un token JWT, on a le droit. Après, il y a la partie publication. Donc, il y a le publish qui permet vraiment de publier un message. Et après, vous voyez, pubac, pubrec, pubrel, ça, c'est des acquittements. C'est pour avoir de la garantie de délivrance que ma publication a été prise en compte par mon serveur. Subscribe, subback, le client qui fait une souscription. Unsubscribe, voilà, c'est évident. Une partie ping, des connexions, voilà. C'est pas hyper complexe et donc souvent, et donc on trouve beaucoup d'implémentations aussi pour cette raison que c'est un bon exercice. Vous prenez un nouveau langage, vous voulez vous mettre à Rust, là juste avant il y a une présentation sur Rust, vous voulez vous mettre à Rust à développer un client MQTT, c'est cool. Alors, la partie garantie de délivrance, donc ça c'est dans MQTT, il y a une notion de QoS, Quality of Service. Quelle garantie on a que le message que j'ai publié ne va pas être perdu? Peut-être qu'il est important. Donc on peut choisir entre une QoS 0 où on publie des messages et puis en fait on n'a aucun retour particulier du serveur. QoS 1 où on veut un retour unique, un acquittement pour être sûr que ok, le message a été reçu en face. Si j'ai pas ce retour, je vais le réémettre. Et puis une QoS 2 qui est beaucoup plus complexe et qui est très rarement utilisée. Mais donc ça donne un peu de flexibilité entre des échanges. Par exemple, si mon équipement, mon verrou, il émet un statut toutes les 5 minutes, bon s'il y en a un qui est perdu, est-ce que c'est grave? Peut-être pas. Par contre, si j'envoie une commande, j'aimerais bien et que cette commande, je veux absolument qu'elle soit traitée, là je veux peut-être des garanties de délivrance dessus. Donc on va pouvoir faire ce choix dans le détail. Ok? Ok. PAO, projet Eclipse, 2 références d'implémentation de clients MQTT. Donc dans votre application, vous chargez ça, vous créez un service qui va se connecter à la partie broker, qui va déclarer ses abonnements, et là vous allez pouvoir traiter, dans un callback, les messages qui vous viennent de ces souscriptions. Il n'y a plus l'étape de routage, il n'y a plus la gestion du threading et de devoir avoir des trucs avec des accès concurrents. Il n'y a plus tout ce bazar-là. Les topics sont assez importants. Petite remarque, la construction des topics, ça devient un sujet, tout comme l'était le sujet de la construction des URI et de la représentation en REST d'une API. C'est-à-dire que le choix de qu'est-ce que je mets dans mes topics, il est assez structurant. Pourquoi? Parce que dessus, vous allez avoir la logique de routage, c'est-à-dire si j'ai un applicatif qui est intéressé par toutes les datas d'une catégorie d'équipement, faut que je sache, juste à partir d'un topic qui m'arrive, reconnaître que c'est le type de flux qui m'intéresse pour la partie du parc qui m'intéresse. Donc, et par ailleurs, j'ai dit, on utilise un message broker qu'on va juste configurer, en général, qu'on ne va pas coder soi-même, qui a sa logique de droit aussi. Il va permettre à certains clients de faire certaines publications et pas à d'autres. Et donc cette logique, elle peut s'appuyer que sur le topic. Donc si vous ne voulez pas qu'un équipement se fasse passer pour un autre, ça veut dire qu'il va falloir que vous introduisiez son identifiant dans le topic et que vous mettiez une règle qui dit il n'y a que l'objet d'ID 1 qui peut publier sur les topics où à cet endroit-là, il y a l'ID 1. Donc cette construction, elle est assez importante. Ce n'est pas non plus la science de la navette spatiale, mais c'est une partie quand même importante de conception. Où ça nous a amené tout ça? Si vous faites une solution IoT en restant sur une approche web, vous construisez un truc qui ressemble à ça. Ça peut fonctionner. C'est pas interdit, ça peut même être une très très bonne idée. Mais on a vu qu'il pouvait y avoir aussi des contextes où c'était pas suffisant. On peut déformer HTTP et web pour introduire des manières d'optimiser la communication entre l'équipement et le serveur, descendre des choses à l'initiative du serveur, mais ça nous amène plein de trucs. Donc server sent event ou long polling. Ça nous amène la complexité d'avoir une notion de routage. Et puis ça va quand même nous amener plein de connexions qui vont rester ouvertes pendant longtemps. Si j'ai de la charge, il va falloir que je scale ce truc et je vais me retrouver avec des problématiques. Une problématique notamment de statefulness, j'ai de l'état. C'est-à-dire que quand là j'appuie pour déverrouiller l'équipement 2, d'accord? Alors là j'ai séparé dans l'idée que on va commencer à faire du microservice et tout. J'ai séparé l'API des utilisateurs où il y a peu de requêtes qui arrivent. Comment est-ce que je sais où est-ce qu'il faut que je descende? Mon équipement 2, il est là? Ou il est là? Et du coup, j'ai cette problématique à résoudre de créer une forme de cluster ou de créer une logique de routage pour retrouver à quel endroit se trouvent les choses. On peut résoudre ça
j'ai déjà vu par exemple avec des technos de clustering. En Java, par exemple, vous pouvez utiliser un Hazelcast ou des choses comme ça pour avoir toutes vos instances qui sont capables de se dire l'une l'autre, tiens, c'est moi qui l'ai. Ou alors vous pouvez là utiliser un middleware, un broker de messages pour vous échanger ce genre de choses. Ou là vous pouvez utiliser un Redis, ou en tout cas vous avez besoin d'une espèce de notion partagée centralisée qui vous permet de retrouver où sont les choses. C'est quand même assez complexe. L'approche broker, elle ressemble plutôt à ça. En gris, c'est des briques que vous ne développez pas. Vous prenez un middleware tout fait, vous le configurez, vos équipements vont se connecter dessus, ok, et vos applicatifs deviennent clientes, elles aussi, de ce broker, pour dire, bah, moi, je suis intéressé avec telle ou telle information. Et donc, la partie broker, on trouve des brokers qui sont capables d'être déployés en cluster et de gérer cette notion de charge, d'avoir des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de connexions en parallèle, et de pour autant être capable de délivrer le message au bon endroit au bon moment. C'est-à-dire que peut-être que mon broker, j'ai plusieurs instances, mon application, elle publie sur l'instance 1 une commande qui va peut-être circuler pour être livrée depuis l'instance 3 du broker. Donc ça ressemble beaucoup à ça. Waouh. Ça ressemble beaucoup à ça, des architectures IoT modernes. On retrouve souvent ce pattern-là. La partie App IoT, elle peut devenir hyper réduite. Elle est juste, par exemple, intéressée par je vais collecter ces statuts, puis faire un traitement et le mettre en base. Donc, si vous regardez les architectures type chez Azure, chez AWS, tous ces gens-là, en fait, là, on va retrouver souvent de la lambda dedans. D'accord ? On va retrouver des trucs qui vont être déclenchés que sur message. Donc voilà un peu le petit parcours que je voulais vous proposer. C'était un peu baroque. Ça nous a permis de voir des trucs intéressants aussi de creuser. J'espère que ça vous a soulevé des questions, que vous avez découvert des choses. L'IoT, c'est pas que cette partie plateforme, c'est aussi l'embarquer, parce que c'est bien cool. Quoi qu'on choisisse là, qu'on fasse du MQTT, du Stomp, qu'on fasse du HTTP2 avec des constructions bizarres, etc., il va falloir qu'on aille voir l'équipe embarquée pour leur expliquer que c'est ça qu'ils implémentent. Et peut-être qu'eux, ils vont nous dire que c'est pas disponible en fait, ce qu'on leur demande. Hein, est-ce qu'ils ont des librairies matures pour faire du HTTP2 et du multiplexing? C'est pas sûr du tout. Donc, on devrait commencer la discussion avec ces gens-là normalement. On ne devrait pas la faire entre nous. Restez curieux, c'est quand même cool. À chaque fois qu'on creuse tout ça, j'ai aussi préparé ce talk pour me faire plaisir et tester des choses. Il y a plein de choses à découvrir dans ces standards, même des vieux standards. Il y a des choses à bricoler. Il n'y a pas de mauvaise manière de faire les choses. Ce qui compte, c'est d'avoir un truc qui fonctionne. Le bon outil pour le bon usage. Quand on commence à sentir qu'on s'éloignait beaucoup d'un standard, peut-être qu'il faut se poser la question s'il n'y a pas une réponse qui était déjà sur mesure pour ce truc-là à côté de nous. Et puis faites-vous plaisir, quoi. Et n'emmenez pas vos laptops en week-end. Voilà. Je vais montrer un peu... il y a 3 minutes, c'est hyper large. Je vais quand même vous montrer 2-3 trucs. Mais je ne sais même plus par quoi commencer. Donc là, j'ai cette fameuse application qui tourne. Dedans, il y a plein de choses. Qu'est-ce que vous voulez voir? Ah non, en fait, on va peut-être prendre les questions et puis je vous montrerai du code s'il y a des questions qui portent dessus. Est-ce qu'il y a des questions dans l'audience? Dis la question, sinon je la répète pour tout le monde au micro. Non, je vais savoir ce que tu penses de la librairie PAO. Moi, je suis un peu déçu parce que, un, je trouve qu'elle n'est pas super mise à jour, et deux, je récupère pas tous les messages avec. Et du coup, c'est quoi ton retour d'expérience? Alors, la question c'est qu'est-ce que je pense de la librairie PAO parce qu'elle est rarement mise à jour et tous les messages n'arrivent pas. Alors, alors j'ai pas un avis hyper pointu dessus. C'est quand même, on la retrouve en vrai partout, cette librairie utilisée. Donc elle est quand même bien éprouvée. Moi, j'aurais pas trop de doutes. Et plutôt par défaut, s'il y a des messages que tu reçois pas, moi j'aurais tendance à me dire que c'est plus moi qui suis en faute. Après, c'est pas étonnant qu'elle ait pas beaucoup bougé. En fait, si vous regardez PAO, il y a deux versions. Il y a la version V3 et V5. MQTT, aujourd'hui, on est en version 5. Avant ça, il y avait la version 4, qui est en fait la version 3.1.1. Donc, quand vous regardez PAO, il y a deux dépendances possibles. Il y a PAO V3, qui est en fait la version 3.1.1, la version qui a été figée en fait il y a déjà 4-5 ans, je crois. Et il y a la version V5 qui a été figée il y a plutôt 2 ans. Donc c'est normal que la version V3 elle ait très peu bougé en vrai parce que en fait le protocole n'est pas si complexe, la spec en elle-même elle n'a pas bougé. Par contre la version V5 je serais étonné qu'elle bouge peu. Mais non, c'est censé être c'est de la bonne cam normalement. Après l'implémentation MQTT, ce qui est intéressant c'est en fait sur les libs embarqués, souvent on se rend compte que là il y a beaucoup plus de variété de choix et effectivement, on peut trouver des trucs de très très mauvaise qualité. Si vous faites du développement
expressif et vous prenez la première lib MQTT qui vous tombe sous les pattes, vous allez avoir beaucoup de mauvaises surprises, quoi. Il faut tourner autour de ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je peux vous montrer du code, mais ça va pas aller hyper loin. Je vais peut-être me présenter parce que je me suis pas du tout présenté. Charlie Ami, moi je suis CTO chez Ayrton. On est une boîte d'IoT, une boîte d'ingénierie, on est 120. On fait des produits, mais alors on les fait de A à Z. On a des gens qui font du métal et qui font de la mécanique, il y a des gens qui font des cartes électroniques, des gens qui font du soft à l'intérieur, des gens qui font du cloud, des gens qui font du mobile. Voilà, on est en région Rhône-Alpes. Donc si vous voulez parler d'IoT, n'hésitez pas, on a plein de trucs à se dire. Et puis il y a ce petit QR code de scan aussi qui vous permet de faire des feedbacks sur les talks, dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous auriez plus aimé voir, etc. N'hésitez pas à faire des feedbacks. C'était une première test de ce talk, donc je suis très preneur de savoir ce qui vous a plu ou pas. Voilà, merci à tous.